Forte affluence ce matin pour la première édition des rendez-vous de l'insertion et de l'emploi qui se tient en ce moment même au WTC de Jarry. Des dizaines d'organismes ont joué le jeu pour répondre aux attentes d'un public large. Et le SAMU et le SDIS ont signé une convention pour améliorer leur service à la personne. Les interventions sur le terrain devraient être plus efficaces. Des réponses coordonnées seront désormais possibles pour sauver davantage de vies. Et la Guadeloupe a d'incroyables talents pour sa 14e édition. Les concours Talents des cités et de la création ont récompensé le travail des porteurs de projets. Des initiatives encouragées par la BGE. Isabelle Sérival, la directrice adjointe de la structure, est notre invitée ce soir. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le président de région a inauguré ce matin la première édition des rendez-vous de l'insertion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Un gigantesque salon où étaient regroupés de nombreux organismes afin de répondre aux demandes justement d'un large public. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, arrivée chez nous hier après-midi, était également présente. Reportage Isabelle Amo. Ils étaient nombreux à se présenter à cette course à l'emploi ou à la formation aujourd'hui. Je cherchais un BTS assistance de gestion PME-PMI et puis merci, ils nous proposent bien cette formation. Donc du coup avec la pédague qui va m'aider à trouver un employeur pour pouvoir par la suite faire cette formation. Une journée ponctuée principalement par la venue du ministre du Travail. Myriam El Khomri a arpenté les allées du plus grand forum de l'insertion et de l'entrepreneuriat de Guadeloupe. Le temps de discuter avec les jeunes, les formateurs et les entrepreneurs. Une visite qui aura permis à la ministre de constater le manque de visibilité de certains dispositifs. Il y a beaucoup d'outils, il y en a qui ne sont pas encore suffisamment, dont ne bénéficient pas suffisamment de personnes. Je pense à la garantie jeune, on ne tient pas encore nos objectifs. Ce n'est pas parce que la mission locale ne se mobilise pas, elle se mobilise, mais elle a du mal justement à trouver les jeunes qui rentrent parce qu'il faut être volontaire, motivé. Et néanmoins, je suis sûre que c'est par un manque, par une méconnaissance de certains dispositifs. Donc c'est pour ça que ces forums sont extrêmement importants, parce que justement, ils permettent de mieux informer quand les dispositifs fonctionnent. J'ai parlé à l'instant de l'apprentissage. Moi, je crois que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est une conviction que je porte depuis de très nombreuses années. C'est que c'est une voie d'excellence. Et on voit bien qu'il y a encore des représentations par rapport à l'apprentissage. On pense bien souvent que c'est pour des jeunes en échec scolaire, ce qui n'est pas la réalité. On pense que c'est que dans des métiers manuels, ce n'est pas non plus la réalité. La visite ministérielle d'une demi-heure aura stimulé certains demandeurs d'emploi dans leur recherche. C'est surtout aussi encourageant de voir que la ministre vient nous encourager, surtout dans cette journée, surtout pour les jeunes. Et moi-même qui suis jeune aussi à la recherche de quelque chose, donc le fait de la voir, c'est motivant, c'est encourageant et puis c'est quelque chose de bon. Des embauches ont été concluantes par la signature de contrats de travail. C'était l'un des objectifs de la région. Par la suite, avec la ministre, avec les partenaires, départements, communes et les aides communes, nous allons nous mettre autour d'une table pour discuter, de voir ce que nous avons besoin pour nos jeunes Guadeloupéens. L'important pour nous, c'est de permettre aux jeunes de trouver un emploi, permettre aux jeunes de créer son entreprise, permettre aux jeunes de trouver un stage d'apprentissage, de qualification et leur donner du courage. Aujourd'hui, un peu, c'est ce que nous faisons. La promesse d'une meilleure insertion professionnelle ne fait pourtant pas décoller les chiffres. En Guadeloupe, on compte 1500 apprentis et 46% de chômeurs âgés de moins de 30 ans de la population active. Et voici un dispositif qui devrait permettre de sauver davantage de vies. Les urgentistes du SAMU et les pompiers ont signé aujourd'hui une convention de coopération entre les deux services afin d'améliorer justement leurs propositions, leur offre de secours à la personne. Les détails avec Karen Diama. Pour améliorer le service sanitaire aux usagers, urgentistes du SAMU et pompiers ont officialisé leur travail commun. C'est vrai que nous sommes des partenaires, je dirais, naturels. Et donc nous intervenons ensemble, nous sommes comme des frères siamois. Et donc effectivement, ça nous permet d'améliorer encore plus nos coopérations. Je voudrais vraiment souligner l'intérêt de formaliser sur le plan administratif toutes ces collaborations possibles qui vont de l'organisation sur le terrain, des moyens de déclenchement, des moyens exceptionnels, de la formation, de la collaboration pour mise à disposition de matériel, médicaments, tout un tas de détails qui avaient besoin d'être positionnés sur le papier. Concrètement, cette convention permettra aux services de définir le moyen le plus efficace pour intervenir sur le terrain. Dans cette convention, écrit ensemble les situations dans lesquelles les sapeurs-pompiers doivent partir en premier, les sapeurs-pompiers doivent éventuellement partir seuls, ou lorsque le SAMU part
avec des transporteurs, par exemple, sanitaires privés. Alors les pompiers sont les premiers intervenants sur tout ce qui est le domaine public, la rue, les lieux publics, etc. Le domaine privé, les domiciles notamment, sont en principe réservés à la médecine de ville et donc sous régulation du SAMU avec des transporteurs sanitaires privés. Toutefois, il peut y avoir des situations d'urgence vitale qui vont conduire le premier service qui reçoit l'appel à décider qu'on va peut-être faire partir les pompiers tout de suite parce qu'il y a une urgence vitale et qu'on n'aura pas le temps de chercher un transporteur sanitaire privé, par exemple. Formation et finances font également partie de cette convention qui renforce la complémentarité des deux entités. Ici, il y avait effectivement un vide quelque part, dans la mesure où la convention antérieure était ancienne et était dépassée. Donc ça permet effectivement de voir un temps fort où on fasse le point sur l'ensemble des problématiques que nous avons à gérer ensemble. Et ça nous permet également aussi de poser à ce moment-là les bases de ce que seront les champs que nous devons explorer pour l'avenir. Donc en cela, c'est simplement d'une part la reconnaissance d'une qualité relationnelle qui existe depuis des années, qui n'existe pas partout, et la possibilité également aussi de définir les champs dans lesquels nous allons travailler ensemble les années à venir. Après signature de cette convention, les numéros d'urgence restent les mêmes. Pour une urgence vitale, composez le 18, pour une urgence médicale, composez le 15, et pour joindre SAMU et pompiers, composez le 112. Et puis la semaine dernière, la communauté d'agglomération Cap Excellence installait son conseil local en santé mentale au centre Sonis aux Abîmes. L'occasion pour nous de s'intéresser à cette problématique. Quel doit être selon vous le rôle de la famille dans le processus de soins face à la dépression? Linda Kayarsi vous a posé la question. On écoute vos réponses. Toujours être présente avec la personne et un suivi correct parce que la dépressive, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est là, et c'est ce qu'elle fait. Bon, il faut un parent ou un petit-enfant pour l'accompagner dans tous ses besoins, de chez elle-même aussi. Hein. Le premier but pour faire, c'est être à l'écoute, être attentif à tout geste, toute communication, toute parole, et pour que s'il y a une faiblesse, pour éviter mon avenir dépressif. À part les dépressifs, il y a dépressif. Je pense que la famille devrait se rapprocher d'eux, de les aider, de les écouter et puis de voir dans quelle mesure ils pourront peut-être la ramener à être plus sereine. Soutenir et lui donner la force, l'accompagner dans tout et ne pas le prendre à la légère. Il faut parler avec lui, avec elle. Voilà, tout ça. Le mettre dans une maison. Il ne faut pas qu'elle reste toute seule. Il faut avoir quelqu'un avec pour parler, pour leur distraire un peu. Soutenir les concernés des étapes qu'ils vont passer dans la vie. Et voilà. Ils sont en dépression parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut poser des questions, être près d'eux pour savoir qu'est-ce qui se passe à rapport leurs problèmes. Et après, on va voir pour la suite après. C'est un lot l'amour, un lot attention, un lot relation humaine pour mettre en place, pour éviter que ça fait. Et si un pied a glissé, pas pour redresser, et tout le monde est réglé. Le concours Talents des cités a lancé sa 15e édition. Créé sous l'égide du Sénat et du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ce concours récompense et soutient les créateurs d'entreprises installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cet après-midi ont été désignés les lauréats de cette année. Isabelle Sérival, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice adjointe de la BGE, qui organise justement ces deux concours, le Talent des cités et aussi le concours de la création. On regarde d'abord le reportage de Moïse Dexter et de Patrick Curie qui se sont rendus, qui ont assisté à cette remise de prix cet après-midi à la Casa, à Bemao. On regarde ensemble. Smartplay est une entreprise de marquage de transport. Récompensée en 2007, prix Talent des cités dans la catégorie service, l'entreprise est retenue par le jury cette année et obtient le prix de développement pour la plus grande joie de son directeur. Content et fier également, puisque avoir été lauréat en 2007 et être lauréat 9 ans plus tard, donc c'est le signe que les belles promesses qui étaient entrevues en 2007 se réalisent. Alors en même temps, c'est un combat permanent, celui de l'entreprise et celui du marché local. Et donc aujourd'hui, on essaie vraiment de se développer
Et donc on est vraiment dans cette démarche-là. Donc ça fait plaisir, mais c'est vrai également qu'il y a encore beaucoup de choses à faire derrière. Donc on espère encore être là dans 10 ans, peut-être pour un autre concours. C'est un concours qui se déroule au niveau national et par conséquent offre une plus grande visibilité aux lauréats, comme Nicolas qui a eu la chance de défendre son projet de plateforme Internet. C'est une grande fierté parce que quand on sait la difficulté que ça a été de passer devant le jury et surtout de faire face à des concurrents niveau régional, mais aussi niveau national et face à des personnes qui étaient très motivées, qui avaient des projets très importants, c'est une grande fierté. C'est un concours que j'ai découvert sur Internet et c'est un petit peu par hasard que je l'ai découvert. Et je me suis intéressé au concours et ensuite c'est vrai que c'est un concours qui pouvait amener à être au niveau national et c'est vrai que moi je souhaite me développer à l'international et aussi au niveau national, donc c'est un petit peu le but qui m'a poussé à aller vers Talent des Cités. Depuis 14 ans, le concours Talent des Cités a pu récompenser 539 créateurs d'entreprises, proposer 22 concours régionaux et un national chaque année. Isabelle Cérival, est-ce que ces concours sont devenus indispensables? On revoit ce jeune homme qui était venu en 2007, Johan Chanlot, qui revient en 2009. Finalement, on a presque l'impression qu'ils ne peuvent plus se passer de ce genre de soutien, d'appui financier de votre organisme, j'ai envie de dire. Je ne suis pas certaine qu'ils reviennent dans cette optique-là, mais le concours qui est organisé par notre structure, BGE Guadeloupe et du Nord, est un concours national et régional qui existe dans toutes les régions puisque nous sommes un réseau d'envergure nationale. Ça permet de mettre en valeur des parcours de création, de mettre en valeur des parcours d'hommes. Mais la récompense n'est qu'un prétexte, si vous voulez, à déclencher d'autres choses pour pouvoir développer leur entreprise. Un prétexte qui était aussi quand même financé, il y a une récompense financière. Bien sûr. Quelles sont les autres missions de votre structure, la BGE? Vous accompagnez les personnes porteuses d'un projet à concrétiser leurs rêves. Quelles sont les étapes phares? Alors BGE Guadeloupe Île du Nord est une structure effectivement qui accompagne à la création et au développement des entreprises sur le territoire depuis 18 ans. Pour créer, il faut partir d'une idée. Cette idée, il faudra la transformer en projet en faisant une étude de marché, en mesurant le risque, en mesurant la faisabilité de cette future entreprise, chiffrer combien tout cela va coûter. Donc ça ne se fait pas en 2 jours, vous l'imaginez. Il faut prendre le temps d'étudier les choses, prendre le temps de rencontrer les futurs financeurs, faire un bon business plan pour pouvoir le présenter qui à la banque, qui aux structures de financement public, comme l'État par exemple, via le dispositif NACRE, via le PIGE pour les jeunes de moins de 31 ans. Donc il existe toute une palette de dispositifs financiers pour les porteurs de projets. Par contre, il faut travailler son sujet, il faut écrire de beaux dossiers. Vous les accompagnez, vous les suivez comme ça pendant 3 ans? Effectivement, nous les suivons pendant 3 ans, donc de l'idée au projet. Et après création, les 3 années qui suivent la création, nous les gardons toujours en main pour leur donner les bonnes ficelles en matière de gestion. La première année, il s'agit d'asseoir l'entreprise, poser les jalons de cette entreprise. Et nous sommes là pour vérifier pendant ces 3 années que les prévisionnels que nous avions faits se vérifient ou pas, et réajuster tous ces éléments-là. La Guadeloupe détient le record national de création d'entreprises depuis quelques années, mais est-ce que celle-ci arrive à s'inscrire dans le temps? C'est aussi difficile ici que partout en France. Créer une entreprise, ce n'est pas, je veux dire, chose facile. Il faut s'en donner les moyens, mais après création, il faut continuer à être accompagné. Où est-ce que ça pêche ? Je pense qu'il y a à installer des bons outils de gestion, des bons outils de management. Quand on construit une entreprise, c'est comme construire sa maison, hein. Il y a de bonnes fondations et il faut l'entretenir. Il faut s'entourer de personnes qui sont en capacité de vous accompagner jusqu'au bout. Et pas seulement les 3 premières années de vie de cette entreprise. Vous nous le disiez tout à l'heure, sur 500 candidatures, vous retenez au final 150 qui arrivent vraiment à construire un véritable projet. Combien d'entreprises sur du long terme arrivent à vivre ?
Effectivement, chaque année, nous accueillons environ 500 personnes dans notre structure qui poussent donc les portes de chez nous. Ces 500 personnes ne vont pas créer, c'est clair. Hein, donc, vous l'avez dit, c'est à peu près 150 créateurs chaque année qui sortent de chez nous. C'est sensiblement le même taux chaque année parce que le chemin est semé d'embûches. Donc, il faut absolument, comme je vous l'ai dit, s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bons dispositifs et bien entendu de sa famille pour que ça puisse fonctionner. Alors, il faut être bien entouré, mais il faut aussi avoir la bonne idée et celle qui rapporte. Quels sont les domaines porteurs? Alors, en Guadeloupe, on crée particulièrement dans le domaine des services. C'est, je veux dire, le secteur d'activité premier dans lequel les entreprises se lancent. Ensuite, on va retrouver en deuxième position beaucoup d'entreprises de restauration, mais de plus en plus, nous avons des porteurs de projets qui essayent de se démarquer, d'amener de nouveaux produits sur le territoire, mais ce n'est pas forcément évident. Ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionnera pas forcément sur le territoire, d'où l'importance de cette étude de marché. Il faut s'adapter à son territoire et aux besoins du territoire. Et justement, qu'est-ce qui marche en Guadeloupe? Qu'est-ce qui marche en Guadeloupe? Plein de choses intéressantes, et particulièrement dans le service. Et je prends l'exemple de notre lauréat Talent des Cités. Il fallait y penser, comme l'a dit notre directeur de la Caisse des dépôts et consignations en lui remettant son prix cet après-midi, créer une plateforme de dématérialisation des prospectus publicitaires pour désencombrer nos boîtes aux lettres. Ça se fait partout ailleurs, mais c'est tout à fait nouveau sur notre territoire. Alors, il y a une structure qui dépend de la vôtre, qui permet aux porteurs de projets en phase finale de minimiser les risques de perte avec le système de couveuse. Comment cela fonctionne? Alors, la couveuse Projectiva ne dépend pas de nous, c'est un de nos partenaires. Une couveuse, j'aime bien expliquer aux porteurs de projets, c'est une maman poule. Elle est là justement pour vous apprendre à grandir et vous permettre de tester grandeur nature votre projet. Vous n'êtes pas encore prêt, il vous manque des choses. Donc minimum 6 mois, maximum 18 mois, vous allez être installé dans cette couveuse qui va vous permettre de travailler comme si vous étiez immatriculé. Vous avez vos clients, vous avez vos fournisseurs, vous travaillez normalement et une fois que vous serez prêt à voler de vos propres ailes, eh bien, vous pourrez poursuivre votre parcours. Isabelle Serival, on a découvert ce soir les visages des lauréats. J'imagine que l'année prochaine, le prix de l'année prochaine est peut-être déjà presque en train de se préparer. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes ou moins jeunes qui oseront présenter leur projet? De l'ambition, tout simplement. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de se dépasser. Nous avons de très nombreuses catégories dans le concours. Nous avons 12 catégories. Il faut se présenter. Merci Isabelle Serival d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane où depuis une semaine la sécurité sociale est touchée par une grève. Les agents grévistes évoquent des difficultés persistantes depuis 2006. Les explications de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. C'est la fin des messes basses. Sur ce mur, les employés de la Caisse de sécurité sociale ont exposé les différents éléments qui appuient leurs revendications. Différents échanges de mails, graphiques et quelques photos. Chaque document pointe du doigt les difficultés de leurs conditions de travail. Voilà un échantillon de l'état des dossiers non traités à la production maladie. Rempli du sol au plafond, dossiers non traités. En 2011, nous avons eu 2 084 000 factures de traités sur l'ensemble de la Guyane. Et qu'en 2015, nous nous retrouvons à 2 943 000 factures, soit près de 3 millions, soit une augmentation totale sur la période de 900 000 factures avec une perte d'effectifs de 8 postes. Déjà 8 jours que les employés de la Caisse de sécurité sociale ont décidé de se mettre en grève. En conférence de presse ce matin, c'est une pléthore de documents que dévoilent les agents. Problèmes de grille salariale, sanctions abusives, surcharge de travail, un enchaînement d'anomalies révélées au grand jour. Pour les manifestants, les problèmes vont bien au-delà des sanctions mises en avant par la direction. Elle se focalise sur l'histoire des sanctions parce que c'est un moyen pour elle de diversion, forcément. Elle cherche à nous enfermer dans une impasse que sur les sanctions, de façon à démobiliser l'ensemble du personnel de la Caisse, à ce qu'ils n'adhèrent pas à notre cause. Mais nous la rassurons, s'il n'y a pas que les sanctions qui vont être traitées sur ce préavis de grève, nous avons un point essentiel qui nous tient à cœur, ce sont les salaires des salariés de la CGSS Guyane qui ont un écart beaucoup trop important avec le national, une moyenne de 200 € sur l'ensemble des niveaux 3, une moyenne de 155 € sur l'ensemble des niveaux 4. Il est temps que l'ensemble des salariés le comprennent et on est quasiment certain qu'ils seront mobilisés à nos côtés. Aujourd'hui, aucune négociation n'est lancée.
Face à un refus de médiation de la DIECT interpellé par les différentes parties, les syndicats appellent à une médiation plus locale par les élus. Ça en est trop pour le collectif Mémoire et Respect. L'exposition permanente du Memorial Act, retraçant l'histoire de l'esclavage, ne serait pas conforme à la vérité historique. Ils réclament son retrait. C'est en tout cas ce qu'ils ont expliqué à Karen Diamé aujourd'hui lors d'une conférence de presse qu'ils ont organisée à la maison de quartier de Bellecour. À Bemaou, on les écoute. Au Memorial Act, il existe une exposition qui fait polémique. Nous avons une belle construction. Mais à l'intérieur de la construction, il faut avant tout vérifier quelles sont les idées que l'on fait passer. Et nous avons découvert, à travers l'exposition permanente, que les idées que l'on faisait passer, ce sont des idées qui ne permettent pas en fait de combattre véritablement les conséquences de l'esclavage et qui ne permettent pas de savoir ce qu'est l'esclavage, mais aboutissent parfois à mettre en valeur ceux qui ont profité ou qui ont mis en place l'esclavage. Il suffit que vous voyez, au moment où vous entrez, l'entrée même du centre du Memorial Act, on vous fait marcher sur vos ancêtres. Est-ce que d'aucuns accepteraient que l'on puisse, en arrivant comme ça, marcher sur ses ancêtres? Des images qui, selon le collectif, influeraient sur l'identité profonde de l'homme noir, mais qu'ATV Guadeloupe n'a pas été autorisé à filmer. Nous souhaitons que soit en quelque sorte redébattu, remise en cause et revue la finalité même de l'exposition permanente, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et surtout, dans l'immédiat, de faire disparaître un certain nombre de points, notamment un point qui présente quelqu'un qui fouette et qui ne présente jamais la couleur de la main, notamment quelqu'un qui, visiblement, lorsqu'on décrit les avantages, en quelque sorte, ou la situation de la femme esclave, on a l'impression qu'elle prenait un plaisir à être esclave. Des images qui, selon le collectif, influeraient sur l'identité profonde de l'homme noir. Visiblement, je ne pense pas que l'on puisse, dans ce type d'organisation, véritablement, inciter les jeunes à avoir une image qui était la véritable image de l'esclavage. Et on a le sentiment également que le noir, en fait, est toujours celui qui est mis de côté ou alors infériorisé dans le cadre des présentations. Pour le moment, le collectif favorise le dialogue, mais n'hésiterait pas à user d'autres moyens pour se faire entendre. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Immersion dans le monde végétal pour les petits au Memorial Act. Et puis, nous avons rencontré le groupe mythique Canida qui sera en prestation demain soir au Stade des Abîmes avant le jour J. Mais avant, parlons de ce projet. Il devrait révolutionner le monde de l'agriculture. Des insectes pour lutter contre d'autres insectes néfastes pour les productions. Lancé depuis 5 ans par l'AFREDON, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de la Martinique. Il a été inauguré ce matin. Présentation de Loïc Régis. Derrière ces murs, 2 espèces d'insectes auxiliaires se développent. Les trichogrammes, une sorte de micro-guêpe parasitoïde, et les chrysopes, dont les larves sont des prédatrices de nombreux ravageurs. Les chrysopes, sous forme de larves, qui serviront à manger des pucerons et des cochenilles, ainsi que des jeunes chenilles, alors que les trichogrammes, eux, serviront à parasiter les œufs de chenilles. Donc on a fait des essais sur la chenille du cucurbitacée, donc tout ce qui est les chenilles qui s'attaquent au melon, concombre, giromon, courgettes. Donc c'est là-dessus qu'on lâche les trichogrammes afin qu'ils puissent réguler la population de chenilles. Une technique de lutte biologique contre les parasites qui permet avant tout de diminuer l'utilisation de pesticides. Certains agriculteurs utilisent déjà ce mode de protection. Le dispositif semble efficace. En 3 ans, on a diminué notre impact de produits de synthèse. On est passé de 100% de produits de synthèse à presque 10% de produits de synthèse. On a bien vu qu'effectivement, les effets secondaires par rapport aux produits utilisés avaient des conséquences sur la santé et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne chose pour garantir aux Martiniquais une santé meilleure pour l'avenir et notamment pour les générations qui viennent. Cela fait 5 ans que le projet est lancé.
Initié par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de la Martinique, l'élevage de masse se fait à partir d'espèces déjà présentes ici. Il est interdit d'importer des insectes qui viennent ailleurs. Donc, ils sont présents sur les territoires, donc adaptés aux conditions climatiques. Et en fait, il n'y a pas de problème sur l'écosystème local. Donc, il intervient dans la biodiversité. Donc, avec ces insectes, nous pourrons intervenir sur des insectes, comme on dit, ravageurs, sur les cultures maraîchères. Des insectes pour lutter contre des insectes. Pour l'instant, le processus de fabrication se poursuit. Le commerce de ces petits organismes devrait démarrer en 2017. Une vente ouverte aux professionnels de l'agriculture, mais aussi aux amateurs de jardin. Il fait partie des groupes qui ont marqué profondément l'histoire du Gros Cas. Le groupe Candida sera en concert demain soir au Stade des Abîmes. Un spectacle 100% boule à gueule. Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie ont suivi les derniers préparatifs. Regardez. Le groupe Candida Nouka Travail, gardien des traditions, présente une pratique créée du temps de l'esclavage pour remplacer le tambour, alors interdit par les maîtres, le boulagel. Boulagel, ça veut dire quoi faire, pourquoi boula et bouchao. Mais c'est banjo guitare, il y a toujours dit. Toutes ces grands noms, c'est banjo guitare, toujours dit, qui voulait dire imiter banjo là pour moi, remplacer tambour là par banjo là pour moi. Bon mot banjo guitare. Il n'y a pas joué rien qui a dans le pays parce qu'à un moment là, ça lève un monde qui est mort, il faut d'autres voir un gens pour animer soirée là. Il faut un tempo pour chanter. Et puis pour là, c'est des grâces qui étaient bases à chanter là. Mais tout le monde qui était vraiment fréquenté veillé, c'était des boucs qui étaient assis contre eux-mêmes. C'était des cultivateurs qui étaient payés en disponibles. Depuis qu'ils ont veillé le lendemain jusqu'à 8 h, puis ils étaient payés, ils ont nettoyé devant le portail, ils ont fait tourner, ils ont fait tout 8 h. C'est des gens qui nous ont chanté à l'air qui ont un peu de même fait. On a écouté mon chanter et puis aller en connaître lui, bon, qu'à chanter. Veiller, c'est duo à plusieurs chanteurs. Tu peux compter 3, 4, 5 chanteurs qui chantent. Il va faire un duo. Chaque monde a ni ton ayo, chaque monde a ni réponse ayo, mais c'est la même mélodie là que chaque monde a véhiculé à manière. C'est pour chanter les anciens partis, les nous-mêmes, qu'on est en veillé. Alors, nous faisons en sorte pour que les jeunes qui viennent là puissent entrer en veillé. Mais vous savez, là, vous voyez comme si c'est chanter, peut-être moins, Zagalo, Esna, qui chanter, il ne peut pas rentrer. Zagalo, Maniel et Esna, les 3 derniers piliers des veillées donc du boulagel, espèrent créer l'envie chez les plus jeunes. Sinon, ce pan de notre patrimoine risque de disparaître avec eux. Pour boulagel, il faut ni l'estomac, mais pas seulement. Faut ni aussi. Premièrement, la voix. C'est déjà un premier butin, c'est primordial pour un chanteur. Le ton, c'est la cadence aussi. C'est l'harmonie, finition de phrase. Et c'est l'éloquence, la portée de la voix. Ça joue un rôle. Et le Mémorial Act propose depuis hier des stages de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. Aujourd'hui, ils ont été initiés au secret des plantes, un monde fascinant que nous propose de découvrir Linda Kayarzi. Au MACT, une chasse au trésor un peu particulière. Oui, tu pourras amener à ta mère. Le principe, rechercher, identifier et cueillir des plantes. Qu'est-ce qu'on a dit? On demande l'autorisation à la plante avant de cueillir. On demande l'autorisation dans son cœur. D'accord? Alors, la plante, est-ce que je peux prendre une de tes feuilles pour pouvoir mieux te connaître et réaliser mon herbier? Voilà. Bienvenue dans le monde de la botanique. On a fait un point sur les différentes plantes qui poussaient de manière spontanée autour du Mémorial Act et on a choisi de faire un panel, de le présenter sous forme d'herbier pour que les enfants puissent reconnaître ces plantes et les apprendre, les retenir et pouvoir les utiliser tous les jours. En moins d'1 heure, la chasse a été bonne et les connaissances acquises. D'accord, on y va. J'ai retenu qu'avec l'ilang-ilang, on peut soigner, enfin on peut faire du parfum. Avec l'indigo, on peut faire la couleur du vêtement, la couleur bleue. Et avec le raisin bord de mer, on peut soigner la diarrhée. C'est le indigo.
C'est lundi. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le carapate. Le carapate. C'est les feuilles de raisin de bord de mer. On fait de l'huile de carapate. Et ça, c'est... Alors, c'est quoi ça? Raisin bord de mer. Ce stage découverte fait partie des nombreuses activités à la carte proposées par le Memorial Act pendant les vacances. On s'est attelé à leur proposer un petit programme complet qui allie autant les visites des espaces du Memorial Act, c'est-à-dire l'exposition permanente, l'espace de généalogie, les espaces extérieurs, mais également une thématique vraiment liée à la culture et à la langue créole. Avec cet atelier baptisé « Goûter Nani Nanan, l'étude des végétaux » peut désormais compter sur ces nouveaux experts. Et ces vacances sont synonymes de repos et de relaxation pour les enseignants. Depuis lundi, certains d'entre eux suivent une formation sur les techniques de base du yoga afin de les proposer aux enfants et aux jeunes adultes en classe. Ces techniques stimuleraient les facultés d'apprentissage. Voyons comment ça marche avec Isabelle Hameau qui s'est rendue sur place au centre de formation situé à Saint-Félix-à-Gosier. Voilà une formation plutôt originale à laquelle participent une vingtaine d'enseignants du département, le yoga. L'idée de pouvoir intégrer un atelier de relaxation à l'école, un projet mené par la recherche sur le yoga dans l'éducation. Donc ce sont des techniques qui s'adressent aux enfants, aux adolescents, aussi bien de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et ce sont des pratiques qui s'appliquent soit en classe lorsque le besoin se fait sentir, ou bien en atelier. Et parmi les ateliers, cet exercice sur la chaise, praticable en classe, serait un moyen pour les élèves de mieux se concentrer en cours ou lors d'une évaluation. L'exercice de la chaise est un exercice qui permet de libérer les tensions au niveau du corps, tensions physiques, tensions mentales. Et c'est un exercice qui permettra aux élèves une meilleure concentration en classe, une meilleure mémorisation également. Donc d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif. Donc c'est un exercice qui facilite les apprentissages en classe. Une formation qui répond à un besoin au sein de l'éducation. Les enseignants du département sont à la recherche de nouvelles techniques et compétences pour mieux prendre en charge les élèves. C'est un besoin ici, comme ailleurs. Peut-être chez nous davantage pour des raisons qui sont lisibles, hein, qu'on peut voir et visibles. Mais c'est vrai que nous rencontrons de plus en plus, nous recevons du moins des enfants qui présentent des troubles du comportement, qui sont en souffrance, donc qui ont beaucoup de mal avec les apprentissages, parce qu'ils justement ils ont un manque de concentration, agitation mentale, des problèmes de mémorisation. Et nous partons du postulat qu'un mental agité a beaucoup de mal, non seulement à entendre, mais ensuite à comprendre pour apprendre. Pour mettre en place cet atelier, ces enseignants devront passer 4 modules d'apprentissage. Pour le moment, ils en sont au premier. Le yoga pourrait être intégré dans l'éducation en Guadeloupe d'ici 2020. Et place aux informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8h à 12h30. Et puis la ville de Sainte-Anne et la Ligue contre le cancer vous invite à un village chanté qui aura lieu samedi 29 de 9h à 16h sur la place du centre-ville. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, des indiscrétions, n'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués au 60 65 63, notre numéro de fax, ou à l'adresse email b.fiari@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.